Alors, Tournon est une petite ville de l'Ardèche, en France, où la cohabitation entre Gaulois et musulmans se passe bien, fort bien même. On a décidé la construction d'une mosquée à Tournon et cette mosquée a été votée par le conseil municipal à l'unanimité. C'est un reportage de Catherine Verger. Tournon-sur-Rhône, 10 000 habitants près de Valence. Une petite ville bien calme, bordée de vignobles et dominée par son château et ses clochers. À Tournon, les catholiques ont leur collégiale du XVe siècle. Les protestants leur temple du XIXe. Les musulmans, arrivés en 3 vagues depuis les années 60, auront bientôt leur mosquée. Cette affaire-là a à voir éminemment avec la fraternité. Jean Pontier, maire de Tournon, il avait promis pendant sa campagne électorale de construire une mosquée. Liberté, égalité, fraternité fait partie de la triade républicaine. Alors il ne faudrait quand même pas l'oublier. Et la fraternité, c'est le regard qu'on pose les uns sur les autres. Hein, que l'on soit religieux, que l'on soit laïque, que l'on soit noir, que l'on soit blanc, c'est ça la fraternité. Accepter que l'autre existe comme il est. Le feu vert à la mosquée a été donné en février. Vote à l'unanimité du conseil municipal. La mosquée remplacera une minuscule salle de prière installée dans l'ancienne cave d'un immeuble HLM. Depuis des années, la communauté musulmane, forte d'environ 1 millier de croyants, réclame plus d'espace. Ils vont désormais passer de 20 mètres carrés à 2000. De quel droit on empêcherait des gens d'avoir un lieu de prière et un lieu, j'allais dire, correct et décent? Anne-Catherine Barthelon, libraire et conseillère municipale d'opposition. Bon, c'était pas le droit de m'opposer à une décision comme ça. On n'oublie pas que les musulmans sont la 2e religion de France, de toute façon. Donc c'est la moindre des choses que de leur proposer un lieu de prière. Et voici le terrain de la future mosquée. Un terrain acheté 75 000 € à l'évêché. La ville de Tournon en est propriétaire. Elle le louera 1 € symbolique à l'association arabo-islamique qui gère déjà l'autre lieu de prière. Alors la mosquée se situe environ au milieu donc, de ce grand terrain. Et par ici, il y aura les parkings de véhicules. Il y aura 2 petits jardins, un jardin devant, un jardin derrière. La question des finances est une question importante parce que qui dit finance dit influence. En France, cette influence sur les communautés musulmanes vient du Maghreb, en Allemagne de Turquie. Pour vous, est-ce qu'il est réaliste que les musulmans d'Europe prennent leur autonomie et s'autofinancent? Écoutez, d'abord je dois dire que je suis ravi d'être un musulman français. J'aime beaucoup l'Allemagne, mais l'exemple m'a choqué. La France, proche du monde musulman par une proximité mentale, géographique, culturelle, historique, et elle est forte de 5 à 6 millions de musulmans qui ne sont pas tous des tueurs et des assassins. Et ça passe mieux. La France est à la fois fidèle à ses principes, et avant d'être missionnaire des droits de l'homme ailleurs, elle essaie de les appliquer ici, malgré une certaine réticence psychologique chez les... À juste titre, puisqu'au nom de cette religion, on égorge, malheureusement. J'ai toujours plaidé pour un islam autochtone, c'est-à-dire en France, il doit être français, financé en France, et les imams doivent être recrutés en France. Mais devant les échecs répétitifs des organismes représentatifs liés aux bonnes volontés d'un ministre, lorsqu'il part, on part avec lui, je commence à dire non, l'islam de France n'est pas encore mûr. Eh bien, au moins les imams venant d'Algérie et du Maroc, ils ont un supérieur. Je peux me plaindre auprès d'eux. Ils ont un employeur. C'est pas comme un imam autoproclamé. Il faut savoir qu'une mosquée sans un imam qualifié, elle est comparable à une clinique sans médecin compétent. C'est-à-dire on se donne la mort. La religion est comme un médicament. Si on ne connaît pas la dose, si on n'a pas bien lu la notice, elle nous tue au lieu de nous guérir. Donc c'est pour ça que la question de l'imam est très importante. Et moi, je ne suis pas à vérifier ou à juger les consciences. Le discours est complètement adapté, complètement apaisant.
Maintenant, le financement peut venir même de l'étranger, à condition qu'il doit être, ça c'est une condition, un souhait, elle doit être d'origine multiple pour ne pas avoir la même mise d'un pays. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait revenir sur la loi de 1905 qui organise en France la séparation de l'Église et de l'État et qui a pour conséquence concrète d'interdire à l'État de financer les mosquées? Est-ce que vous pensez qu'il faut revenir là-dessus? Contrairement aux propos de M. Sarkozy, non. La loi 1905, qui a équilibré le rapport avec le religieux dans un domaine très sensible. Ouais, c'est tellement subtil qu'on n'y touche pas. Il ne faut pas le toucher. C'est un acquis. Moi, je vis mieux mon islam en France. Il n'est pas utilisé politiquement pour conquérir le pouvoir, un pouvoir temporel. Je réfléchis et je mets en cause beaucoup de fondements de ma religion pour réformer. Donc je ne veux pas qu'on utilise ma religion. Et une religion séparée de l'État ne recrute que les gens qui veulent témoigner, elle ne recrute pas les carriéristes qui veulent faire... Pour reposer concrètement la question, vous venez de parler des imams. Vous dites que les imams français doivent venir de France. Mais où seront-ils formés? Il y a des propositions. Peut-on les former en France? Faut-il les former en France? Il y a une proposition analogue en Allemagne où la religion est enseignée dans les écoles. On pourrait enseigner l'islam à l'école pour faire émerger, du point de vue théologique, un islam européen. Est-ce que c'est possible? Nous avons un problème didactique. Il est souhaitable que les musulmans en France recrutent leurs imams en France. Mais où sont-ils? Où ils seront formés? Ils seront formés à Château-Chinon de l'UOIF, où ils auront un endoctrinement, ou des choses légères. Ils ne sont pas formés, ils ne connaissent... Vous savez qu'en France, nous avons un problème terrible. Rien n'empêche 3 ou 4 personnes de former une association, ouvrir un garage, recruter un homme qui parle un peu l'arabe, faute de mieux, et il se proclame imam. L'Église doit dialoguer avec lui, l'État doit composer avec lui, et nous sommes devant l'infini. Nous sommes devant l'inconnu. Par contre, si nous avons un institut de valeur, un institut qui maîtrise l'érudition classique, ouvert aux acquis des sciences humaines, notamment celle de France, en connaissant les subtilités du vécu français, oui. Nous n'avons pas ça. Eh bien, en moi, ils seront formés en Algérie ou au Maroc. Ils ont un chef auprès de qui je peux me plaindre. Nous allons passer à un sondage dont il a été question au niveau du lancement de l'émission. C'est le sondage qui a choqué les Britanniques. 40% des musulmans établis dans ce pays aimeraient voir appliquer la charia, c'est-à-dire la loi islamique, partout où ils représentent la majorité de la population. Alors, malentendu ou revendication sérieuse, Frédéric Boisset est allé enquêter à Leicester. 1 habitant sur 5 y est musulman. C'est un pays fantastique pour les musulmans. Imam Ibrahim Mogra, figure montante de l'islam britannique. Tony Blair l'a consulté après les attentats de Londres. Pour être honnête, il y a beaucoup de pays musulmans dans lesquels je ne serais pas aussi heureux que je le suis ici en Grande-Bretagne. Parce que vous voyez, nous avons une magnifique et superbe mosquée. Nous nous habillons comme nous en avons envie. Nous avons nos propres écoles si nous le voulons. Nos femmes peuvent porter le voile et porter la tenue traditionnelle si elles le veulent. Ce havre de félicité pour musulmans, c'est Leicester, une ville de 100 000 habitants au centre de l'Angleterre. Leicester, c'est le symbole du métissage à la britannique. Indiens, Pakistanais, Africains, dans moins de 10 ans, les Anglais de souche seront minoritaires. Ici, près d'1 habitant sur 5 est musulman. La communauté a son quartier, ses commerces, ses réseaux. C'est donc à Leicester que nous avons essayé de comprendre un chiffre étonnant. Selon un récent sondage, 40% des musulmans britanniques souhaitent l'application de la charia dans les zones où ils sont majoritaires. À quelques kilomètres de Leicester, ce joli campus est le siège de la Fondation islamique, une institution qui travaille sur la place de l'islam dans la société occidentale. Cette question n'intéresse pas seulement les Européens. Ce matin-là, la Fondation accueille des responsables d'écoles religieuses venus tout droit du Pakistan. C'est beaucoup plus facile d'être musulman pratiquant au Royaume-Uni.
Je pense que toute l'Europe et l'Union européenne devraient adopter les règles du Royaume-Uni. Vakil Ahmad Khan, secrétaire du ministère pakistanais des Affaires religieuses. L'islam ne s'oppose pas aux valeurs occidentales. Ce que nous attendons de vous, c'est que si vous avez le droit d'adopter vos propres valeurs pour vous-même, alors vous ne devriez pas nous refuser ce même droit. C'est l'enjeu principal. Tout ne va pourtant pas si bien pour l'islam britannique. Après le 11 septembre et les attentats de Londres, le climat s'est tendu. Alors qu'en près de la moitié des musulmans ont défendu la charia dans un sondage, des personnalités britanniques de premier plan ont réagi durement. Ces musulmans-là n'ont qu'à quitter la Grande-Bretagne. C'est une aberration. Nous vivons dans une démocratie et nous vivons dans un pays dans lequel beaucoup de groupes n'avaient pas de droits. Mais ils ont exigé leurs droits et ils les ont obtenus. Personne n'a dit aux homosexuels « Non, vous n'aurez pas de droits égaux. Quittez le pays si vous les demandez. » Personne n'a dit aux femmes qui demandaient l'égalité « Quittez le pays, allez-vous-en. » Donc si quelqu'un demande quelque chose dans un système démocratique, c'est inacceptable de leur demander de quitter le pays. Nous nous sommes tellement intégrés que mes enfants ne parlent plus notre langue maternelle. Ils parlent seulement l'anglais. Nous avons perdu notre propre langue. Jusqu'où va-t-on nous demander de nous intégrer? En période de tension, même en Grande-Bretagne, les musulmans s'interrogent. Seront-ils un jour considérés comme des citoyens comme les autres? Sohaib Benchak, qu'est-ce que vous pensez de la stratégie britannique en matière d'intégration des musulmans? Nous, ça nous a laissé un peu dubitatifs dans la mesure où on a le sentiment, quand on regarde le reportage, que le musulman modéré anglais, finalement, il déchaîne l'admiration du secrétaire du ministère pakistanais des Affaires étrangères. On a trouvé ça pas très concluant. Vous savez, la Grande-Bretagne est en train de récolter ce qu'elle a semé depuis plusieurs décennies. Cette liberté, c'est-à-dire vous êtes là, mais soyez cachés dans des ghettos juxtaposés. Et faites ce que vous voulez. Et faites ce que vous voulez. Cette liberté, elle abrite un mépris. Vous ne serez jamais britannique, vous n'aurez jamais le goût british. Alors de toute manière, vous pouvez faire ce que vous voulez. Absolument. C'est une idée pleine de préjugés sur l'islam lui-même. L'islam qui est devenu turc, l'islam qui est devenu persan, l'islam qui est en voie de devenir français. Je ne vois pas pourquoi il ne peut pas devenir anglais ou britannique. Le problème, c'est que ces gens-là n'ont pas la même religion que moi. Moi, je ne crois pas que l'ange Gabriel est monté et descendu plusieurs fois pour parler à le prophète Mohammed pour laisser une barbe hirsute et un turban. L'islam n'a pas d'habit. L'islam, lorsqu'il parle de charia, je veux bien, le mot est chargé de spiritualité. Mais il faut leur poser la question, selon quelle école juridique? Il y a une trentaine d'écoles juridiques fondées par des hommes selon des réflexions humaines. Le hanbalisme, le shafi'isme, le jafarisme, le malikisme, charia. Mais quelle charia? Élaborée dans quel siècle? Dans quelle société tribale et clanique et patriarcale? Il faut poser ce genre de